La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. La question du suicide assisté a occupé beaucoup de place dans la vie publique ces dernières années. Sa transformation en droit a été célébrée. On y a même vu un immense progrès collectif consacrant non seulement l'aspiration à l'autonomie, mais on y a vu une preuve de la sensibilité de notre société pour l'extrême souffrance liée à certaines maladies pour des individus en fin de parcours. Mais se pourrait-il que ce débat ait été moins riche qu'on ne l'ait pensé? Se pourrait-il qu'il ait laissé plusieurs considérations essentielles dans son angle mort? Avons-nous vraiment réfléchi à toutes les dimensions anthropologiques, symboliques et éthiques de ce qui peut quand même être vu comme une révolution, positive ou négative? Il s'agit encore de trancher. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Christian Saint-Germain, qui est professeur de philosophie à l'UQAM. Christian Saint-Germain, bonjour. Alors, question première et toute simple. On a célébré le débat sur le suicide assisté, sur l'euthanasie, sur les soins en fin de vie, les formules étaient nombreuses. On a dit que c'était un des débats les plus riches, les plus fins, les plus articulés qu'on a eu dans notre société depuis quelques années. Je devine que vous ne partagez pas ce sentiment d'admiration par rapport à la manière dont le débat sur les soins en fin de vie s'est tenu. Oui, en effet. En fait, la grande difficulté de ce débat-là, c'est d'abord l'immense consensus qu'il a su créer. Et donc, cet effet-là est toujours, pour un intellectuel, un peu suspect. C'est-à-dire le fait que 125 députés se rangent pour voter une loi de cette nature-là a quelque chose d'inquiétant. L'inquiétude vient d'abord à travers le consensus lui-même, parce qu'on est comme juriste, on se demande toujours qu'est-ce que les législateurs antérieurs n'avaient pas compris que l'on a compris dorénavant sur la situation de fin de vie. Alors donc, étaient-ils tous fous avant nous? Avons-nous découvert l'eau tiède? Toutes ces questions élémentaires ne semblent pas avoir été posées dans le débat public. Évidemment, donc premier problème, le consensus général enthousiaste qui essaie de faire passer l'autonomie du patient dans une décision au cœur d'un plateau technique, c'est-à-dire qui essaie de rompre avec ce qu'on a toujours estimé comme du paternalisme médical quant à la fin de vie. J'ajoute une dernière chose. Pourquoi donc avoir développé une législation en changeant la nature des mots? Un suicide ne peut pas être assisté. C'est-à-dire, ou bien on se suicide, auquel cas le c'est-à-dire le soi-même prend les moyens pour mettre un terme à son existence, ou bien on est assisté, auquel cas on est devant un homicide altruiste au mieux, ou un meurtre administratif au pire. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on doit réfléchir la question, me semble-t-il. C'est-à-dire, pourquoi était-il nécessaire d'oblitérer ou de cacher l'euthanasie active, par exemple? C'est une loi sur l'euthanasie, essentiellement. Il y avait dans ce débat deux camps qui étaient inégalement partagés. Il y avait d'un côté ceux qui étaient enthousiastes, qui disaient notre société fait preuve d'une immense générosité, d'un grand humanisme, d'un grand progressisme, comme si le suicide assisté venait parachever l'univers juridique de l'autonomie, c'est-à-dire la possibilité pour l'individu de décider d'en finir avec sa propre vie en s'épargnant toute... Oui, mais même à ce niveau-là, il y a un problème parce que dans le fond, c'est la négation du sujet de droit. Comment concevoir en droit une situation de non-limite, c'est-à-dire une situation où le sujet se nie lui-même. Et ce droit-là peut pas être concédé, à mon sens. À tout le moins, il l'a été. Donc, je vous amène sur... il l'a été, et avec enthousiasme. J'entends par là que c'était vu comme une loi qui suscitait des élans du cœur. Et de l'autre côté, une autre position était admise. C'était celle de ceux qui disaient « N'allez pas trop vite. On accepte à l'avance que vous allez gagner. On accepte à l'avance que ça va arriver. Mais respectez notre sensibilité. On marche un peu plus lentement que vous. Nous acceptons cette loi, mais avec moins d'enthousiasme. » Dans le débat public, donc c'était la position de certains députés libéraux, notamment, qui confessait un certain malaise avec la loi sur le suicide assisté sans pour autant s'y opposer frontalement. Ce qui me frappe dans ce débat, et je vous pose la question, c'est il n'y avait pas vraiment, sauf dans certains milieux catholiques qui ont été vite diabolisés, il n'y avait pas vraiment d'opposition
ferme sur le principe au suicide assisté. Et je vous pose la question, comment expliquer cette absence d'opposition ferme, et on pourrait dire décomplexée, ou à tout le moins assumée, dans un débat qui touchait pourtant les finalités les plus élevées, les plus importantes? C'est-à-dire que le caractère sacré de la vie qui nous a été enseigné par la doctrine catholique a vite été mis sous le tapis, d'une certaine façon, a été vite évacué. En fait, le débat, quand on regarde, d'abord la société civile ne s'est pas mobilisée autour d'une question aussi importante, mais elle ne se mobilise pas davantage devant le cafouillis des urgences et j'allais dire le caractère chaotique du système de santé. Et ça, c'est pas le moindre des paradoxes que de constater que, d'une certaine manière, alors qu'on a les pires urgences au Québec, alors qu'on a des médecins qui veulent pas rembourser les frais accessoires qu'ils ont collectés depuis je sais pas combien d'années, on confie à ces mêmes personnes, on les reconnaît comme des agents moraux pour intervenir sur une question aussi importante. Moi, ça m'a toujours évidemment étonné. D'autant plus que dans le débat sur les soins de fin de vie, il n'y a jamais eu beaucoup de poursuites criminelles contre des médecins qui, avant la promulgation de cette loi-là, auraient décidé d'agir pour soulager leurs patients. C'est-à-dire que non seulement dans la loi sur les soins de fin de vie, on contourne le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire on donne entre guillemets un poison, c'est pas un poison, mais c'est un relaxant musculaire. On est dans les euphémismes. Hein. De la même manière, on est obligé de construire un hybride ou une chimère qui s'appelle suicide assisté, puis on appelle soin de fin de vie une injection de létal. Alors on est obligé de déconstruire le langage puis de créer une novlangue pour ne pas dire euthanasie active. Et donc l'étonnement pour un juriste, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence où des médecins québécois ont été trouvés coupables d'avoir accéléré indûment la fin de vie de personnes souffrantes. Alors pourquoi était-il nécessaire de leur conférer le droit de vie ou de mort sur des patients alors que même avec une loi comme ça, parce que un des traits de ces lois-là, c'est des lois qui sont faites pour déraper. C'est-à-dire, c'est une loi qui est un peu comme l'ongle de Jacques Villeneuve, là. C'est-à-dire, c'est une loi qui dérape nécessairement, qui va s'élargir Donc, on bâtit la loi sous le signe de l'exception, on croit la baliser exceptionnellement, et dès qu'elle est promulguée, eh bien, les tabous, les interdits, les restrictions tombent. Oui, en plus, c'est le droit à la vie de la Charte canadienne. La Charte canadienne, dans notre société, joue le rôle de magistère moral, et c'est une grave erreur, à mon sens, puisque, dans le fond, c'est juste une logique technique de légalisme qui s'applique. Le droit à la vie pour donner à la mort, c'est quand même l'article 7 de la Charte canadienne. Le droit à la vie pour donner à la mort, c'est quand même paradoxal. Et donc, l'idée de chercher l'égalité des malades, la concurrence des malades dans une perspective de soins de vie, parce que dans le fond, un des arguments juridiques, ça a toujours été de dire, comme le suicide est permis au Canada, des gens ne peuvent pas se suicider, donc il faut leur donner accès à la loi. Ce type de sophisme-là... donc le suicide assisté sous le signe de l'accès à l'égalité. Oui, l'accès des malades. C'est-à-dire, le fond, c'est que comment faire pour aider, soutenir des gens à mettre un terme à leur vie. Mais là aussi, regardons le débat, comment il s'est présenté dans la société civile. C'est-à-dire, quiconque posait une question ou aurait insisté, comme je le fais ce matin avec vous, sous le mode de l'exercice, j'allais dire, devant une cause perdue, d'une certaine manière, quiconque se serait objecté aurait été présenté comme un sadique, quelqu'un qui souhaite... parce que toute la démarche pour Radio-Canada a pas manqué justement d'être exceptionnellement idéologique là-dedans. Toute la démarche a consisté à dire, à faire témoigner des gens qui parlent de leur oncle, qui ont eu une fin de vie atroce. Évidemment, c'est des réalités qu'on peut pas nier, mais on peut pas construire une loi et inverser les pôles des soins dans des institutions sous prétexte que des fins de vie absolument atroces, dont personne ne disconviendra du caractère horrifiant, nous ont menés à cette extrémité-là. C'est-à-dire, tous ceux qui voudraient s'opposer à ça, en fait, étaient des sadiques qui aimaient voir souffrir leur prochain. Et donc, toute la perspective législative était autour de ce que un juriste français appelle le self-service normatif. C'est-à-dire, on se tourne vers l'État, on lui dit je te demande de me donner la mort. C'est-à-dire, évidemment, puis pour le Québec, ça a une signification très particulière. C'est-à-dire, au Québec, ça veut dire que, dans le fond, je suis dans un système de santé absolument, en tout cas, à bien des égards chaotique, gratuit,
et ultimement, je demande que ma propre mort soit prise en charge par l'État. Alors que l'État, quand il prend en charge les individus dans un système de santé, ben c'est pas nécessairement une réussite, là. D'ailleurs, ça, c'est une chose qui est assez importante et que, alors, je le précise, vous avez fait 2 communications récemment dans le cadre de l'ACFAS sur ce thème-là et vous avez abordé aussi la question du suicide assisté ou de l'euthanasie dans votre dernier livre, Le mal du Québec. Or, une chose qui a été assez peu mentionnée, me semble-t-il, et sur laquelle vous revenez, c'est que on a réussi à traduire l'aspiration, si on peut parler ainsi, au suicide assisté dans la logique providentialiste. C'est-à-dire, c'est l'État, c'est désormais une expression de la justice sociale que de prendre en charge, sous le signe du droit social et du remboursement des soins d'une manière ou de l'autre, l'euthanasie, le suicide assisté. De quelle manière ces 2 questions se croisent-elles? C'est-à-dire, d'un côté, une forme d'individualisme maximal, c'est-à-dire l'individu qui veut qui devient presque l'arbitre de sa propre mort, mais qui demande d'être prise en charge dans la question qui devrait être la plus personnelle qui soit, la question du suicide, demande d'être prise en charge par l'État qui devient finalement le gestionnaire de nos derniers jours. Ben, pour le Québec, c'est bien particulier parce que dans le fond, moi j'ai établi parce que pour moi la loi sur les soins de fin de vie du Québec est pas une loi simplement bioéthique. C'est un symptôme, c'est une pièce législative qui un symptôme de quoi? Un symptôme dans lequel mourir dans la dignité, soins de fin de vie. Mais pour moi c'est pas innocent le fait que ce soit un membre du PQ qui est au terme de la grande, j'allais dire de l'épopée péquiste, qui a été que Madame Yvon a été l'initiatrice de cette idée dangereuse pour moi. Pour moi, c'est pas quelque chose d'anodin, puis c'est pas Comment ça? Mais d'une certaine manière, j'allais dire, quand on réfléchit à la Révolution tranquille, au rapport entre le PQ et la Révolution tranquille, le PQ étant pour moi l'autre nom de la Révolution tranquille, quand on y réfléchit, on voit bien que plutôt que d'une politique nataliste dans les années 70, on s'était mis à défendre l'avortement et que, en fin de parcours, pour boucler la boucle, si j'ose dire, ou le nœud coulant dans les circonstances, on en vienne à une loi de type d'euthanasie. Dans euthanasie, moi j'entends toujours aussi état-nazie. C'est-à-dire j'ai toujours une crainte parce que on confie un dispositif froid, abstrait, rationnel, le soin de donner la mort. Pour moi, c'est une inversion des pôles du soin. Pour moi, c'est la chose la plus dangereuse qui soit pour une raison assez simple, en fait. Parce que, dans le fond, dans une loi de cette nature-là, qui circule dans les médias, les acteurs, ceux qu'on appelle dans le jargon les acteurs du milieu, ils vont pas lire la loi, ils vont pas aller chercher les articles de la loi dans la Gazette officielle pour savoir quel alinéa s'applique ou quelle restriction s'applique. Ils entendent un message d'ordre général sur la valeur de la vie elle-même. Et ça, c'est dangereux pour moi. C'est ça l'ultime danger. Mais alors, je laisse de côté ce qu'on pourrait appeler votre point Goodwin du moment, c'est-à-dire la référence euthanasie. Cette formule risque de nous faire déraper un peu. Pas vraiment, parce que je vous interromps brièvement, puis je ne le ferai plus, je vous le promets, mais parce que dans le fond, ce type de loi-là, on l'a vu dans les années 30, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Giorgio Agamben, dans un ouvrage qui s'appelle Homo Sacer, parle d'une loi dans les années 30, donc avant l'arrivée d'Hitler, une loi qui s'appelle la loi sur la vie qui ne mérite plus de vivre. Les Allemands avaient cette préoccupation-là, c'est-à-dire ils avaient la préoccupation, après la Première Guerre mondiale, ils se sont demandé, dans l'allocation des ressources médicales, c'est quand même scandaleux que des héros de guerre, ceux qui ont servi l'Allemagne pendant la Première Guerre, se retrouvent en concurrence pour recevoir des soins avec des gens qui souffrent de handicaps profonds, de maladies mentales. Et en fait, on devrait pouvoir délivrer la vie. Le terme allemand, c'est Erlösung. C'est-à-dire, on devrait pouvoir délivrer cette vie qui ne mérite plus de vivre, qui pour nous n'est que a un caractère extérieur, c'est-à-dire sans valeur. Et donc l'État se donnait, évidemment, je fais pas un parallèle direct entre la loi sur les soins de fin de vie, entendons-nous, puisque dans la loi sur les soins de fin de vie, il est bien clair que la question de l'autonomie du patient s'y retrouve. Mais cette idée de
une loi de bien-pensance qui vise, d'une manière générale, qui semble être un lieu commun. Personne ne veut voir souffrir des gens à l'article de la mort. C'est bien évident. Mais une loi qui a un effet administratif absolument dangereux et qui installe un climat, est pour moi, absolument inquiétant. Alors, je vous ramène néanmoins vers l'argument de ceux pour qui cette loi qui l'abroge de manière plus pragmatique, disons. C'est-à-dire, ils nous diront, on a aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, un prolongement de la vie. Il se peut toutefois qu'avec le prolongement peut-être exagéré, diraient certains, de l'existence, eh bien, on condamne une existence soit végétative, soit sous le signe de l'extrême souffrance, des gens qui n'ont pas cette vocation. Et j'ajouterais, on a pu voir avec Jean-Paul II, un homme qui avait décidé d'incarner la dignité de l'existence jusque dans l'extrême souffrance et l'extrême déchéance physique et mentale peut-être aussi. Mais, cela dit, le commun des mortels ne se reconnaît pas cette vocation et espère peut-être, avec les soins en fin de vie ou le suicide assisté, il espère peut-être tout simplement avoir une dernière carte dans son jeu dans un moment où l'existence deviendrait tout simplement insoutenable. Que faites-vous de cet argument qui a été souvent avancé, c'est-à-dire on ne souhaite pas l'euthanasie généralisée, l'euthanasie active ou quoi que ce soit. On veut simplement que devant une situation inédite créée par les progrès immenses de la médecine, qui peuvent par ailleurs déshumaniser l'existence, on veut avoir cette carte dans notre... je dirais pas dans notre jeu, mais on veut avoir cette carte dans qu'on puisse, en dernière instance, faire valoir si l'existence devient insoutenable. Est-ce que c'est un argument qui est pour vous absolument irrecevable? Comment entendez-vous cet argument? C'est-à-dire que c'est pas un argument irrecevable. C'est bien sûr que personne ne veut, je le répète, personne ne veut être dans des douleurs atroces. Non, mais qu'il y ait une disponibilité désormais, qui est un recours au moment où on déréglerait fondamentalement les lois de l'existence en la prolongeant de manière artificielle et peut-être inhumaine grâce aux progrès médicaux qui, à un moment donné, nous détachent de l'existence naturelle. Oui, mais l'argument que vous ne semblez pas tout à fait percevoir dans ce que j'ai essayé de dire, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, mais c'est pas tant c'est l'idée d'avoir une loi de nature générale qui va constitutionnaliser un droit à la mort et qui va obliger des institutions de soins à donner la mort. C'est ça mon problème, c'est que dans le fond, tout cela, toute cette sensibilité nouvelle que l'on voyait comme une chance électorale extraordinaire de bien paraître dans certains partis politiques, aurait fort bien pu passer par un amendement du code de déontologie des médecins et d'un assouplissement de nature déontologique, pas une loi à portée générale qui décrète puis qui constitutionnalise le droit de l'État de vous donner la mort quand vous la demandez. C'est ça qui est monstrueux pour moi. C'est d'avoir le caractère monstrueux. Entendons-nous, monstrueux au sens de sans limite, c'est-à-dire au sens où on voit pas le jour ou l'heure où d'autres personnes qui souffrant, parce que les critères de la loi sont assez, j'allais dire, sont assez souples. Puis le chevauchement entre la loi québécoise puis l'arrêt Carter puis la loi C14 fait en sorte que tôt ou tard, ça va s'élargir à d'autres catégories de personnes. C'est-à-dire, à la fois, on va avoir une société qui a un discours de prévention du suicide, puis en même temps, on va avoir la même société qui va dire, écoutez, il faudra bien l'ouvrir à des gens qui souffrent, à des adolescents schizophrènes ou à des gens atteints. Oui, exactement, parce que c'est toujours l'idée de l'élargissement qui est le problème. Puis c'est surtout l'idée d'inverser les pôles du soin, c'est-à-dire un État qui prend en charge même la mort de l'individu. Ça, pour moi, ça a quelque chose d'affolant. Alors, justement, principe, je réitère, pour être bien sûr d'être compris, que la question, c'est pas de laisser les gens dans des souffrances intolérables. La question est de pourquoi en être venu à la radicalité d'une loi et à la constitutionnalisation d'une situation qui, pour moi, j'ai de la difficulté à la qualifier. Alors, je vous relance la question que vous posez tout juste. Pourquoi? C'est-à-dire, à quelle étape de la conscience collective, disons ça comme ça, du développement de la conscience collective correspond cette loi? Que représente-t-elle? C'est ce que soit dit en passant, elle est présente au Québec, mais des aspirations semblables se font valoir partout ailleurs dans le monde occidental. Donc, pour reprendre cette espèce de formule dont on abuse aujourd'hui, de quoi l'euthanasie est-elle le nom?
la pulsion de mort, si on dans le fond, regardez, un des problèmes démocratiques d'une loi comme ça, c'est que c'est bien facile c'est-à-dire l'assentiment des populations est très facile à obtenir. C'est-à-dire c'est comme si on faisait des sondages sur la réintégration de la peine de mort. On aurait au Canada probablement une majorité qui serait pour le retour de la peine de mort. Si on consultait statistiquement ou par sondage des gens sur la possibilité de castrer les pédophiles ou de leur amputer les mains, on aurait aussi probablement une majorité enthousiaste de cette nature-là. De sorte que la première question éthique qui se pose pour quelqu'un qui réfléchit, c'est quelle est la nature rhétorique d'aller chercher l'assentiment d'une population pour des questions dans lesquelles on vous dit vous avez le choix entre ça ou souffrir atrocement à la fin de votre vie. C'est-à-dire que le marché de dupes se scelle d'abord dans la perspective de la société démocratique et d'un parti qui dit je vais faire plaisir aux gens, je suis sûr que sur cette question-là, on va tous s'entendre, personne ne veut un peu comme dans la chanson de Pétula Clark, là, personne ne veut mourir mais tout le monde veut aller au ciel, là, personne ne veut souffrir et personne ne veut souffrir à l'article de la mort, ça c'est bien évident. Mais ça on va l'avoir l'assentiment pour ça, mais comme on l'aurait aussi pour la castration des pédophiles ou la pendaison des bandits de grand chemin. Mais vous répondez en vous éloignant un peu de la question. Alors la question qu'on peut se poser, je la reformule autrement, c'est pour peu, à tout le moins, c'est ainsi que je comprends votre propos, que vous nous invitiez à réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler la signification anthropologique de cette loi. De quelle mutation anthropologique est-elle révélatrice ou quelle, à tout le moins, mutation anthropologique accélère-t-elle? De quoi est-elle le nom en ce sens? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle représente? Au-delà de la pulsion de mort qu'on pourrait dire traverse l'histoire humaine de mille et une manières parce qu'elle est inscrite dans la psyché humaine, est-ce que, pour notre époque, qu'est-ce qui fait en sorte que, soudainement, il y a non seulement une tolérance plus grande, mais un enthousiasme pour ça? Risquons une interprétation rapide, c'est-à-dire que la valeur des hommes, dans le fond, qu'est-ce qui caractérise le néolibéralisme? C'est le fait que les hommes soient superflus. C'est-à-dire que, et donc, de la même manière que les gens qui sont j'allais dire, dans le corridor de la mort avant d'être exécutés aux États-Unis, dans certains États qui persistent dans cette folie, on va trouver des gens qui sont condamnés à la mort qui vont dire je le mérite, je souhaite être exécuté, etc., etc. C'est-à-dire que du point de vue du point de vue de la situation de l'individu dans le néolibéralisme, c'est-à-dire d'être toujours susceptible d'être superflu, qu'on n'ait pas besoin de lui, qu'il soit inutile, l'idée qu'il puisse débarrasser le plancher entre guillemets par ses propres moyens en le décidant lui-même est un fantasme évidemment qui se réalisera pas même avec une loi sur les soins de fin de vie, bien évidemment, puisque vous allez être entubé et traversé par toutes sortes sur le plateau médical, ça risque pas d'arriver sous ce régime-là, puis la valeur de votre consentement va être bien particulière dans le théâtre technique médical, mais ce fantasme-là de pouvoir soi-même débarrasser le plancher comme bon nous semble, c'est un fantasme qui doit être critiqué dans la mesure où finalement les hommes vieillissent, ils tombent malades, puis ils meurent, puis dans le fond la valeur humaine d'une société, c'est la solidarité autour de ces événements-là. C'est pas d'imaginer qu'on peut, comme dans un meuble Ikea, se fabriquer soi-même sa propre mort en dehors de la société. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait mourir à l'extérieur de la société, c'est-à-dire sans égard au lien social. Et évidemment, le législateur antérieur voyait pas ce qui nous semble être une évidence maintenant, n'a jamais été perçu dans les sociétés antérieures, parce que dans le fond, les sociétés antérieures savaient bien que l'interdit du meurtre est au fondement de la vie sociale, puis que dans le fond, si on introduit une exception là-dedans sous prétexte de soins, bien qu'on la cache à travers le mot soin, on parle d'une injection létale, ce n'est que c'est de la roupie de Sansonnet, là. Oui, alors justement, je reviens. Vous dites ce n'était pas une évidence et c'en est devenu une. Alors comment ça devient une évidence? C'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire on est devant quand même je crois que la question de l'euthanasie a toujours existé d'une manière ou de l'autre. La question d'en finir avec des derniers jours extrêmement pénibles a toujours existé. On connaît des suicides célèbres. Monterland décide de se faire sauter la cervelle parce qu'il devient aveugle et ne voit plus. Bon, on pourrait multiplier des exemples comme ceux-là.
Là, l'originalité de la chose, c'est que c'est pris en charge par l'État. C'est-à-dire, l'État transforme ça sous le signe de l'humanisme thérapeutique. Une forme de barbarie humanitaire, pour reprendre une formule brutale. Mais, comment se fait-il que ce qui nous aurait semblé relever de la barbarie humanitaire il y a, je sais pas, 25, 30 ans, 20 ans peut-être, devient aujourd'hui l'expression achevée et sophistiquée des droits fondamentaux en contexte providentialiste? Mais parce qu'on espère toujours dans le néolibéralisme de pas vivre en société, c'est-à-dire l'image du bonheur dans une société néolibérale, c'est la gate community là, c'est-à-dire c'est de vivre à l'extérieur c'est-à-dire la réalisation de soi, ça ne peut que passer par le fait que on ne se mêle pas aux autres là, c'est-à-dire qu'on vit retranché, un peu comme un propriétaire de cirque ou de québécois multimilliardaire, on s'achète une île, on était absolument isolé, on vit dans ce contexte-là et donc on devrait pouvoir en finir avec sa propre vie de la même manière, sauf que quand il s'agit d'administrer ce type de perspective-là pour un ensemble, pour une population, c'est là que ça pose problème. C'est-à-dire, ça pose problème parce que c'est pas tant sur les mourants que le poids va peser. C'est sur ceux qui ne sont pas mourants et qui ne souhaitent pas mourir, c'est-à-dire les handicapés, les gens fragiles, les gens dont on estime que la vie, à nos yeux ou sous notre angle, a pas de valeur, a pas de qualité, et pourtant, ils s'y sont attachés. Et donc, le système va continuellement va faire peser sur eux le message que, vous croyez pas que, c'est-à-dire, ça pourrait même ne pas passer par des propos directs. C'est-à-dire, il va avoir cette épée de Damoclès continuelle sur à la fois sur les soignants par rapport à cette possibilité d'une immunité juridique parce que mourir à l'intérieur d'un hôpital, beaucoup de gens meurent de sorte que les enquêtes sur la manière dont les gens meurent, dans les hôpitaux, c'est des enquêtes les plus difficiles à faire puisque les gens sont déjà malades. Et finalement, dans le fond, dans l'argument qui a amené la loi sur les soins de fin de vie, il y a toujours l'argument bête qui dit on ne tue que des mourants finalement. Mais moi, tout mon argument, c'est de dire non, on fait pas tuer que des mourants. On tue l'humanisme au sein d'une institution qui est censée apporter des soins. C'est surtout ça qui meurt en premier. C'est que des gens soient appelés à mourir, qu'ils ne veuillent pas souffrir, tout à fait d'accord, sans problème, évidemment. Mais c'est pas ça que la loi fait. La loi a un effet délétère bien plus grand, bien plus large qu'il n'y paraît. C'est pas juste une pièce législative à caractère bioéthique. C'est une inversion des pôles. Alors, il nous reste une minute avant la pause. Si je vous pose la question, tout simplement, est-ce que l'euthanasie représente une forme de banalisation administrative de la mise à mort sous prétexte d'humanisme médical? Est-ce que, pour vous, ça correspond à peu près à ce dont nous sommes contemporains, dont nous sommes témoins aujourd'hui? Oui, ça correspond à ça, puis ça correspond aussi à la folie de la planification. C'est-à-dire que même la mort, on voudrait pouvoir la prévoir comme des vacances en République dominicaine, comme, un cours de formation. Tout doit tomber en quelque sorte sous l'emprise de la planification, même la mort. Une existence planifiée, rationalisée, intégrée, quadrillée. Exactement. Et fournie par un État dont on sait pertinemment qu'il ne livre pas, entre guillemets, la marchandise des soins. C'est-à-dire dont on sait qu'il a les pires urgences dans le monde occidental, dont les agents moraux qui sont censés fournir cette mort n'ont pas, à mon sens, la crédibilité morale pour nous permettre de dormir sur nos deux oreilles. Disons. Alors, Christian Saint-Germain, nous passons à la pause pour quelques instants et nous serons de retour pour cette discussion sur l'euthanasie et le suicide assisté avec Christian Saint-Germain dans une minute ou deux à Radio Ville-Marie. Radio VM. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté, nous sommes de retour à la Vie des idées, à Radio VM. Nous sommes en compagnie de Christian Saint-Germain pour une discussion, une réflexion sur la question du suicide assisté, de l'euthanasie, du mourir dans la dignité, tous ces termes qui cherchent à circonscrire une même réalité qui mérite encore, malgré le fait que ce soit désormais non seulement dans le droit, mais consacré comme allant de soi, ça mérite très certainement réflexion sous le signe de la philosophie politique et sous le signe appelons ça, d'une préoccupation anthropologique. Alors, Christian Saint-Germain, une question qui me frappe lorsqu'on pense au débat sur le suicide assisté,
c'est au Québec en particulier, parce que ça, on le trouve pas ailleurs. C'est l'absence, appelons ça, d'un parti d'opposition. Pas au sens des partis politiques, mais il n'y a pas eu, dans l'espace public, d'opposition ferme à la chose, comme si la chose était... Ou alors on avait des francs-tireurs ici et là, mais il n'y avait pas ce qu'on pourrait appeler une opposition articulée dont on devait tenir compte et qui aurait compté dans la conversation publique, pour reprendre la formule à la mode. Je lance une hypothèse, vous me dites ce que vous en pensez. On pourrait dire que l'absence de frein anthropologique sur les grandes questions éthiques et bioéthiques aujourd'hui, ce n'est pas sans lien avec l'effondrement du catholicisme au Québec depuis 50 ans. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'absence du socle traditionnel d'une forme d'anthropologie conservatrice au Québec qui était le catholicisme et notre disponibilité aujourd'hui pour toutes les innovations sociétales? Il y a sûrement un lien, c'est-à-dire que, comme je disais avant la pause, le caractère sacré de la vie a disparu aussi vite que je sais pas moi, que les processions de la fête de Dieu. Là, c'est-à-dire que il y a un vide parce c'est bien ça pour un intellectuel qui est la chose la plus affolante, c'est bien le fait qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement conservateur d'une certaine manière, conservateur pas au sens des partis, bien entendu, on l'aura compris, mais puisqu'on n'a rien à attendre de ça véritablement. Surtout que Maxime Bernier a perdu, alors donc tous nos espoirs se sont envolés. Mais reprenez au-delà de vos sympathies. Revenons aux choses sérieuses. Non, c'est pas une sympathie, c'est un amusement. Mais si c'est ça le conservatisme qui reste là, c'est le plan conjoint du port là, ça va assez mal. Mais la question est pas là. La question c'est que bien sûr il y a un vide, il y a un élément abyssal là, dans le fait qu'il n'y a pas eu d'objection là-dessus. D'autant plus que c'est comme le nez au milieu du visage, c'est-à-dire que tu as un système de santé qui fonctionne très mal, qui est complètement cannibalisé par une technocratie cupide qui cherche des rattrapages salariaux, des augmentations, qui cherche à s'en aller, qui veut pas travailler dans les CLSC où il y a des gens peu fortunés, qui veut pas travailler en région, qui veut pas travailler 3 jours par semaine de plus que 3 jours par semaine parce qu'au plan fiscal c'est pas avantageux. Enfin, dans ce contexte qui pour un observateur qui viendrait d'une autre planète dirait mais on va confier à ces gens-là le soin de mettre un terme à l'existence d'individus qui vont le réclamer. C'est bien de ces gens-là qu'on parle. C'est un peu étonnant, en tout cas. Ça a quelque chose d'inquiétant de ce point de vue-là. Mais le fait qu'on n'ait pas trouvé d'argument, moi, c'est pas une position métaphysique que j'ai. Je me dis, dans le fond, dans un système administratif comme le nôtre, où on est tellement déjà administré, c'est bien la dernière chose qu'on veut garder, c'est bien le droit à la mort. Puis c'est bien le fait de d'échapper en quelque sorte à la mécanisation d'un événement extrêmement l'événement décisif de l'existence qui donne le poids à toute notre existence, de sorte que c'est ça l'étonnement là, c'est l'étonnement qu'on se précipite là-dessus à travers un consensus si général alors que le contexte ne s'y prête pas du tout et que les agents qui vont le fournir ont même pas réfléchi aux conséquences de l'élargissement de la loi, par exemple. On peut entendre vos arguments contre le suicide assisté, contre l'euthanasie, tout ça. On peut les entendre tout en vous posant la question devant le phénomène de la prolongation le prolongement de l'existence à cause de la révolution médicale qui fait en sorte que on peut quelquefois aujourd'hui passer un nombre très significatif d'années dans un état quasi végétatif d'une manière ou de l'autre. Est-ce que il y a une préoccupation contemporaine, autrement dit, qui dit devant cette espèce d'abandon complet, dans une dernière étape de l'existence déshumanisante, est-ce qu'il y a une préoccupation qui s'exprime là? Quelle réponse y apportez-vous? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre en charge politiquement la question des dernières années qui peuvent être soit sous le signe de la souffrance ou d'une existence végétative, finalement? Est-ce qu'il y a derrière ça une question politique pour vous ou elle doit se dérober à la politique? Peut-être que cette question-là pourrait se dérober à la politique ou en tout cas à l'apparence de légitimité juridique qu'elle a. Parce qu'en fait, je reviens juste à la question précédente, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas d'objection. Bien sûr, il y a l'affaissement du catholicisme au Québec qui est un des motifs, c'est-à-dire un intellectuel catholique. Est-ce qu'il n'existe pas des tonnes au Québec là qui soient capables de formuler ou de critiquer à partir d'une position doctrinale solide. Mais en fait, le grand acteur du débat
puis du consensus, le grand fédérateur, si j'ose dire, du consensus autour de la question des soins de fin de vie, c'est bien sûr la Cour suprême du Canada. C'est-à-dire le fait qu'on reconnaît dans ce magistère pourtant formé de juristes qui ont à peu près jamais rien écrit là-dessus. Bien sûr, vous allez me dire, ils ont des clercs, ils ont des recherchistes, bien entendu, mais voilà des gens qui ont passé leur vie dans le droit commercial, dans les brevets, dans le droit criminel, et qui vont se prononcer sur des questions de vie ou de mort qui affectent le citoyen. Ça, pour moi, et puis quand on dit la Cour suprême est censée être neutre, les gens reçoivent ça comme jadis ils recevaient une bulle papale, là. C'est-à-dire, puis même les facultés de droit sont assez peu critiques, puisque dans le fond, ces gens-là attendent souvent la mutation du statut de professeur à celui de juge. Enfin, il y a toute cette circulation vénale là, qui est l'ordinaire de la vie des juristes, il faut bien l'admettre. Enfin, pas l'ordinaire, mais enfin, qui est assez courante. Et donc, on n'a pas d'instance critique, mais on a une certitude. La Cour suprême s'est prononcée, puis dans le cas de Carter, je pense qu'elle s'est majoritairement prononcée, sans signer, cependant, sans que les juges, sauf erreur, n'aient signé le document. Donc, rappelez-vous comment les choses se passaient pour le fédéral aussi. On se dépêchait de partir en vacances. Je me rappelle d'une déclaration même du sénateur Joyal là, qui était très inquiet de laisser des mourants sans leur porter le secours de la mort, en fait. Vous voyez la scène. Dans le fond, jadis, on accourait auprès des mourants avec... on demandait aux prêtres d'amener une hostie. Là, on va voir, je sais pas, un employé CSN avec une belle seringue de midazolam ou de phénobarbital et qui va... peut-être pas l'infirmier parce que l'acte est réservé aux médecins la plupart du temps. C'est un acte, c'est un acte réservé à la profession médicale. Et donc, c'est ça qui va remplacer le contexte tel qu'on le connaissait. Mais je reviens à votre argument sur le fait, le fantasme que on est coincé dans un dispositif qui nous maintient en vie contre notre gré, puis qu'on est oui, bien sûr, une telle chose peut arriver. Une même chose arrive pour les soins qu'on fournit à des grands prématurés qu'on maintient en vie, souvent avec des séquelles, c'est-à-dire que l'acharnement thérapeutique est une réalité, bien entendu, mais moi j'ai bien davantage peur d'une liste d'attente puis d'une maladie nosocomiale que de l'acharnement thérapeutique dans le contexte québécois. Vous avez toujours le sens de la formule. Je vous relance sur cette question qui me semble la plus importante d'entre toutes là-dedans. C'est-à-dire, il y a toujours eu d'une manière ou de l'autre dans nos hôpitaux des arrangements discrets entre le médecin, la famille, le malade. Tous se comprennent à demi-mot, tous se comprennent avec un clin d'œil. Et autour de ça, il y a donc, autrement dit, l'exception était déjà inscrite non pas dans le droit, mais dans les mœurs. Il y avait une espèce dans cette part de la société qui se dérobe à la transparence, il y avait quelquefois des décisions d'exception qui étaient prises durement, mais qui relevaient dans leur définition même de l'exception. Et ce qu'on a cherché à faire avec ces lois, c'est vraiment de transformer l'exception en norme valable pour toutes, qui a la possibilité ensuite de transformer les mœurs, qui a la possibilité de transformer très certainement les institutions surtout. Mais la question devant ça, me semble-t-il, c'est comment se fait-il que notre société soit incapable d'accepter cette part d'ombre qui accompagnait normalement la pratique du suicide assisté ou de l'euthanasie. Donc cette part d'ombre, est-ce que c'est à cause une question, une hypothèse que je lance, de ce fameux culte de la transparence qui fait qu'aujourd'hui cette obsession de la transparence fait en sorte qu'on n'est plus capable d'accepter que certaines exceptions se passent à l'abri du regard public? Est-ce que parce que les exigences de la conscience aujourd'hui font en sorte qu'on n'est plus capable de dérober justement au jugement commun un acte aussi grave? Je cherche à comprendre, autrement dit, cette espèce, parce que c'est la question qui est fondamentale là-dedans. C'est la révolution qui s'est passée devant nous sans qu'on sache comment la nommer. Oui, mais j'irais pas dans le sens de la transparence, moi. Pas dans cette optique-là. Je rappellerais un fait désagréable à entendre, les coûts de santé. C'est-à-dire que, bien sûr, on se détournera la tête devant une telle réalité, mais on n'est pas sans savoir que les derniers moments dans un hôpital pour un mourant, c'est ce qui coûte le plus cher à un système. C'est là où le meter s'emballe, là, pour prendre une
formule du taxi. C'est-à-dire que là, il y a un emballement de la machine en termes de frais. Des spécialistes passent au chevet pour facturer, enfin, toutes sortes d'examens inutiles la plupart du temps. Et donc, il y a comme un emballement monétaire. Et donc, dans une perspective de rationalisation budgétaire, cette loi ne pouvait mieux tomber, si j'ose dire. Et donc, je ne le fais pas directement, bien sûr, parce que c'est certain que les médecins formés par les cours de philosophie au collégial sont des trop grands humanistes pour avoir pensé à un pareil détail. Mais ça ne peut pas être totalement écarté dans une perspective comptable, puisque là, on est tout le temps en train de chercher de l'argent, le système de santé est toujours à bout de souffle, le mot d'ordre, c'est toujours réinvestir dans un chaos, si j'ose dire. Et donc, la solution québécoise, ça a toujours été réinvestir. Et donc, dans cette perspective-là, la perspective du coût de l'administration, de la perspective comptable ne peut pas être écartée d'emblée. On aimerait ne pas l'entendre, on aimerait ne pas la voir. Vous croyez que ça fait partie des calculs implicites et inavoué et certainement inavouable du système de santé? À travers les y voit une solution comptable intelligente? Oui, puisque dans le fond, rappelons-nous que le contexte, c'est toujours avec des mourants qu'on travaille. Et donc, avec des mourants, puisqu'ils vont mourir, pourquoi c'est ça le raisonnement creux et douloureux que l'on ne peut s'empêcher de faire, puisque se tromper dans cette perspective-là, tuer trop tôt dans cette perspective-là, quelle est la violation au droit, puisque on a affaire à des mourants, à une catégorie de population dont la vie est sur le point de s'achever, donc que l'événement se passe un peu trop tôt, qui pourra poursuivre, on est dans l'immunité, on est dans le non-droit, on est dans le sans limite, là, à la fois la négation du sujet de droit et à la fois la possibilité d'intervenir. Bien sûr, les éthiciens se sont réjouis, ils ont parlé de formulaires, de double évaluation, enfin, toute espèce de simagrées sacramentelles qui sont jamais une garantie véritable de ce qui peut se passer dans le secret des officines médicales et sur les plateaux techniques, là. C'est-à-dire, on aime beaucoup se gargariser de ces soi-disant garde-fous, mais à partir du moment où cela est introduit, c'est un peu comme l'avortement. C'est-à-dire, ça entre dans la routine, ça entre dans les mœurs institutionnelles. Et ce qui devait être pour une situation exceptionnelle devient un moyen de contraception, si j'ose dire, et donc est ravalé à ça. Et donc, le même débat sur l'élargissement de la question de l'avortement va se retrouver pour les soins de fin de vie. Ça me semble plutôt évident, c'est-à-dire ça va pénétrer complètement les mentalités, et la valeur de la vie des personnes fragiles et malades va être mise en péril pour moi, d'une manière générale, d'une manière constante, au même titre où on dit vous avez 40 ans madame, ce serait bien que vous passiez une écho qui vous permette de savoir si c'est-à-dire qu'il y a toujours un caractère incitatif qui va finir par s'imposer, là. Vous trouvez pas que vous avez assez souffert, monsieur? Vous trouvez pas... on va regarder, là, les parents qui viennent vous visiter, ils sont épuisés. C'est ce glissement-là qui est toujours au cœur du... Alors que on aurait fort bien pu imaginer autre chose, c'est-à-dire imaginer une modification déontologique. Si c'est l'assouplissement, si les médecins cherchaient l'immunité, je me demande ils l'avaient déjà l'immunité d'une certaine manière au plan juridique. Alors, c'est pour ça que cette loi-là fait en sorte que je ne peux m'empêcher de penser à des questions bêtement monétaires, c'est-à-dire un grand humanisme de façade, une grande capacité de faire un consensus facile et discutable. Personne ne veut souffrir avant de mourir, mais quelque chose d'extrêmement dangereux pour les institutions. Il y a dans ce débat, appelons ça, on franchit ce qui était considéré comme des interdits moraux, des interdits anthropologiques très graves. Des interdits fondateurs. Et alors la question qu'on se pose, parce que il y a toujours cette idée, ça va s'arrêter là maintenant. La question qu'on se pose, c'est quels sont pour vous, à partir du moment où cet interdit vient de sauter, quels sont les interdits prochains à tomber d'une manière ou de l'autre, et où on peut reformuler la question autrement.
notamment jusqu'où risque de s'étendre le principe du suicide assisté. Je vous donne une scène tirée d'un très beau livre de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, où le père du narrateur décide un jour qu'il en a assez de vivre, tout simplement. Donc, il va dans une clinique en Suisse. Bon, il allait pas bien, mais il va dans une clinique en Suisse et on l'exécute de manière tout à fait hygiénique, de manière tout à fait légitime et de manière tout à fait légale et tout ça. Et c'est terminé, ce qui provoque la révolte du narrateur, soit dit en passant. Mais on se dit, est-ce que à terme, parce que là, pour l'instant, c'est réservé aux très grands souffrants et qui ont aucune possibilité de rédemption d'être soignés. Jusqu'où risque de s'appliquer, de s'étendre cette logique, autrement dit, du suicide assisté? On a le cas belge, mais à la québécoise, qu'imaginez-vous d'une manière ou de l'autre? Ah, ben ça, bon, c'est une question extrêmement importante, mais d'abord, rappelons que le suicide est mal vu dans la société occidentale jusqu'à une certaine époque. Et Durkheim... Ben, il l'est encore. Oui, mais il est temporisé par les explications sur la maladie mentale qui vient dédramatiser, si j'ose dire, l'acte moral lui-même de s'enlever la vie. Parce que finalement, se suicider, c'est toujours, dans une société, renoncer, c'est bien sûr souffrir. On imagine, on ne doit pas juger les gens qui mettent un terme à leur jour d'une manière violente, souvent. On ne doit pas les juger, mais au plan social, c'est quand même abandonner des gens derrière soi. C'est-à-dire, quand on a des responsabilités, quand on est père de famille, quand on est inscrit socialement, c'est déjà une manière de tourner le dos à l'ordre social. C'est pour ça que je me demande même si on n'a pas déjà puni les gens qui avaient fait des tentatives de suicide, parce que socialement, pas parce qu'on était particulièrement cruel, mais parce qu'on comprenait que, en fait, c'était une manière de tourner le dos à la société et aux liens que l'on avait avec d'autres personnes qui comptaient sur nous, qui dépendaient de nous. C'est-à-dire, évidemment, là, on est passé à l'autre extrême, on est dans l'individualisme radical, et où là, on est vraiment sous le modèle Ikea ou le modèle du docteur Kevorkian, là. C'est-à-dire, on fait sa propre mort, on demande à l'État de la fournir aux besoins. Et donc, on voit qu'il y a ce glissement-là. Mais sur la question j'allais dire du suicide hygiénique ou de les prochains, évidemment parce qu'il y aura une prochaine étape. Oui, la prochaine étape, c'est l'élargissement aux gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, qui ont déjà consenti dans des papiers antérieurs avant la maladie, au début de la maladie, on va élargir cela. Est-ce qu'un adolescent schizophrène, une maladie extrêmement grave, qui souffre, est-ce qu'il pourra demander, est-ce qu'il pourra requérir l'intervention de l'État? Parce que dans le fond, si la maladie est pas contrôlée, si on est continuellement dans un enfer de sollicitations, en quoi cette souffrance-là est pas, est pas égale à la souffrance du mourant? Il faudra bien se poser la question. La question va être adressée aux tribunaux tôt ou tard mais sur le fond, quels sont les prochains interdits à être détressés, si j'ose dire, ou à être défaits dans la perspective néolibérale, enfin dans la perspective du n'importe quoi néolibéral, c'est-à-dire, c'est bien sûr la marijuana, parce qu'en fait, là, la prochaine étape, c'est de dire on veut lutter contre le crime organisé, comme si le crime organisé avait pas le temps de se préparer pour réorganiser ses flûtes. Là, on l'annonce, là, un peu comme une des commissions d'enquête au Québec, on les annonce 2 ans d'avance, histoire de s'assurer que les gens détruisent les documents et que ils soient bien préparés à faire face aux redoutables équipes d'enquête. Mais et donc la prochaine étape, c'est bien sûr l'invasion psychotropique des sociétés, c'est-à-dire avec tout ce que ça implique comme destruction des enfants et des adolescents. Donc potentiels. Pour vous, il y a un lien à faire, si je comprends bien. Oui, parce que entre d'un côté le lien, c'est toujours, si tu me permets, Mathieu, c'est toujours la question de le consentement. Est-ce que c'est un crime sans victime? Est-ce que la personne a consenti? Si elle a consenti, et puis qu'on peut, c'est l'individu autoréférentiel. Exalter son autonomie, là, tout le monde est joyeux, tout le monde se congratule, c'est fantastique. Alors que dans le fond, quand on enseigne l'éthique, on sait bien que le consentement puis l'autonomie, quand on est, par exemple, pour la chose qui nous intéresse, quand on est dans le cadre des soins de fin de vie, on sait bien que quand on est plongé dans la maladie grave, il reste pas grand-chose à la fois ni de la valeur du consentement, ni de la valeur de l'autonomie. Donc pour vous, parce que je reviens sur ça, parce que vous ouvrez une porte intéressante, c'est-à-dire
il y a, autrement dit, à partir du moment où l'individu, sur le mode contractuel, dit « je le veux », eh bien, notre société n'est plus capable d'opposer quoi que ce soit à « je le veux ». Pour peu que je ne fasse pas de mal à d'autres, si je le veux pour moi-même, je deviens autoréférentiel et nulle autorité extérieure me transcendant ou peut me limiter de l'extérieur. Non, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que l'État doit donc me fournir les soins requis. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, c'est coextensif. C'est-à-dire, on dit... je veux et vous devez fournir. Je veux, je ne fais de mal à personne, l'État doit donc me fournir. Je ne veux, je ne fais mal à personne, c'est moi qui décide. On peut aller loin là-dedans. Alors, vous dites, évidemment, il y a les soins de fin de vie, il y a la question vous évoquez la question de la marijuana. Plus largement, alors si on suit la logique que vous nous proposez, en dernière instance, il y a de moins en moins de contraintes possibles à l'individu qui viendraient de l'ordre social, qui viendraient de la nécessité de maintenir la société comme entité culturelle ou collective ou politique. C'est-à-dire toute loi venant entraver le désir individuel est désormais vécue comme une forme de tyrannie devant être abolie. Et oui, assurément. Et c'est pour ça que le paradoxe, c'est on est toujours en train d'essayer de construire des discours sur le vivre ensemble, mais en fait, c'est le vivre tout seul qui nous intéresse dans la société néolibérale. C'est vivre sans, comme si la société n'existait pas, sauf pour me fournir le service. C'est-à-dire, si je le demande, elle est dans un peu comme les institutions, parce que regardez les effets de la loi sur les soins de fin de vie là. Certaines institutions, certaines maisons de soins palliatifs, une loi comme ça retarde évidemment les soins palliatifs grandement. Donc des investissements dans ce domaine-là, mais surtout les institutions qui ne veulent pas fournir, par exemple, à un patient qui l'aurait réclamé, vont le déplacer en ambulance pour une autre institution qui a le devoir de s'exécuter là-dessus. Et donc, on est dans une situation kafkaïenne, c'est-à-dire que ce que la loi vient faire, ce qu'elle vient régler, elle peut, elle crée des situations encore plus, plus absurdes, plus redoutables que ce qui existait avant. Parce qu'évidemment aussi l'autre partie de l'inconnu de cette loi-là, c'est bien sûr le fait que le médecin qui donne la mort à un autre homme, là, c'est-à-dire à un autre être humain. C'est pas rien comme geste, là, c'est-à-dire le fait qu'il reçoive une lettre 2 semaines plus tard de la commission sur les soins de fin de vie pour bien s'assurer ceci ou cela, le fait qu'ils doivent répondre, c'est-à-dire que c'est un acte d'une gravité extraordinaire, et donc ça aussi je pense pas que ça se règle par l'effet de la loi. C'est-à-dire, on est dans l'ordre de la transgression, et dans l'ordre de la transgression qui n'est calculé que sous le mode des bons sentiments ou de l'apparence de bons sentiments. Et c'est ça qui, au plan inconscient, n'a absolument pas été pris en compte par la loi. Est-ce que quand vous regardez ça, vous me pardonnerez cette question, mais est-ce que ça vous surprend par rapport à l'état de la société québécoise? C'est-à-dire, est-ce que devant cette loi, vous vous dites comment est-ce possible, ou vous vous dites c'était inévitable? Un peu comme je le disais, en fait, c'est le parcours de Pauline Julien auquel, c'est-à-dire quelqu'un qui militait pour l'avortement, qui a mis un terme à ses jours librement. C'est un peu la grande épopée de la Révolution tranquille qui se concrétise, en fait, la vraie Révolution tranquille, parce que moi, j'ai jamais cru à cette révolution-là. Ce n'est qu'une rêverie bureaucratique, en fait. Ce n'est qu'une excroissance bureaucratique, la Révolution tranquille. C'est un mirage démographique qui s'est transformé en bureaucratie, mais en fait, c'est la boucle est bouclée, c'est-à-dire la lutte pour l'avortement se termine avec la lutte pour les soins de fin de vie, et qu'en fait, la devise passéiste du Québec, c'était « Je me souviens », elle est remplacée par « Aidez-nous à mourir ». Pour le dire avec une formule qui est assez brutale, vous ne croyez pas néanmoins que devant ces aspirations par rapport auxquelles vous êtes très sévère, eh bien, il n'y a pas... Je suis pas sévère, c'est-à-dire je suis critique, c'est-à-dire je m'étonne que d'être le seul, pas être le seul, mais d'être isolé dans cette perspective-là, parce que, comme je vous le disais au tout début, c'est-à-dire que comment à la fois concilier un système de santé qui va mal, puis lui demander quelque chose d'aussi grave que de donner la mort. Oui, c'est là que j'allais vous conduire.
question, c'est-à-dire, il y a, pour vous, c'est une sorte de paradoxe, mais qui est moins un paradoxe que quelque chose de monstrueux, c'est-à-dire notre système de santé n'est plus, si je vous comprends bien, n'est plus capable de soigner, n'est plus capable de prendre en charge ses responsabilités élémentaires, devrait même pousser à la révolte, si on vous entend bien, c'est-à-dire la capacité de tolérance des Québécois par rapport au système de santé, à vous entendre, est exagérée. Ben, c'est l'effet de l'idéologie, mais la grande force, d'une certaine manière, d'un système comme le nôtre, c'est que quand vous habituez une population à, entre guillemets, ce qu'on appelle le don, la gratuité du système de santé, alors que c'est pas un système gratuit du tout, là, c'est un système pour lequel on est lourdement tondu et imposé, l'effet d'une idéologie, c'est que les gens redemandent, ils redemandent même la mort ils demandent la mort de gens qui, en fait, les ont soignés d'une manière, souvent, d'une manière chaotique. Si vous êtes en crise suicidaire au Québec, là, puis vous passez par l'urgence, quels sont les soins qui vont vous être donnés après? Mais voilà, comment un système... à vous entendre, on peut s'imaginer que le Québécois de base se dit, dans ce système-là, s'il ne parvient pas à me soigner, au moins j'aurai une porte de sortie. C'est comme si on... mais c'est évidemment, si c'est ça le fin mot du législateur dans sa loi qui fait consensus. Non, je parle du calcul de l'homme ordinaire qui voit ça puis se dit, bon, ils sont pas capables de faire grand chose, mais au moins, si jamais j'aurai cette porte de sortie par rapport à un système qui gâche tout. Est-ce qu'il y a de ça qui joue selon vous ou on est dans une autre logique? Ben, on est dans une logique idéologique, c'est-à-dire on est dans un système semi-soviétique où les gens ont jamais mis la main dans leur poche, ou en tout cas l'ont mis, sauf les gens fortunés, là, qui font partie du 2%. La plupart des gens n'ont jamais procédé à un acte de paiement médical, de sorte que ils sont dans ce continuum-là. Et donc, pour convaincre un Québécois de mettre la main dans sa poche pour des questions comme ça, ça changerait tout le système. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait bien attention en politique québécoise de ne jamais introduire cela, parce que là, on crée non plus un bénéficiaire, mais un vrai client qui s'attend à des choses. Quand on s'attend à rien, ben on n'a pas grand-chose la plupart du temps. On n'est pas surpris de ne rien recevoir. Alors, il nous reste à peu près 1 minute ou 2. Une question finale, Christian Saint-Germain. Pas la question qui tue. Non, d'aucune manière, surtout pas aujourd'hui. Mais la question que je vous poserais, c'est finalement pour vous, cette loi, elle est l'objet d'une méditation intense parce qu'elle c'est le point d'aboutissement et de convergence de toute une série de malaises et de travers dans la société québécoise. Vous avez 1 minute pour répondre simplement à cette question toute simple. C'est-à-dire, c'est le nihilisme sanitaire. C'est-à-dire que ça se termine par l'administration, par les funérailles, on n'appelle plus les funérailles ça au Québec, on appelle ça une cérémonie de dispersion. Ça correspond, en fait, c'est une analogie assez proche de notre condition nationale. C'est-à-dire une sorte de loi qui vient chapeauter, en fait, tous les efforts politiques, où on espère, ayant vécu dans une sorte d'indignité politique, mourir dans la dignité. C'est ça qu'on souhaite collectivement, n'ayant pu achever un grand projet national, on voudrait individuellement en finir et avoir un moment de grâce, mais ça va être le moment de mourir. Alors, Christian Saint-Germain, je vous remercie pour votre présence ici aujourd'hui. Et chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine et dernière émission de la saison de La Vie des idées. Au plaisir de vous avoir à nouveau au micro.